Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies et aujourd'hui je parle avec la doc Sandra Davidovic qui fait des recherches sur le Kosovo et l'ex-Yougoslavie. Bienvenue Sandra. Merci de m'avoir invité, Pascal. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté. Vous savez, ça fait un moment que je souhaite aborder la question du Kosovo. Vous revenez tout juste de là-bas, vous avez un lien personnel avec ce sujet et vous en avez fait votre domaine d'études sous la direction de quelqu'un qui est déjà venu sur cette chaîne, Suzanne Woodward. Pourriez-vous peut-être nous en dire un peu plus? Tout d'abord, quel est votre lien et sur quoi portez-vous actuellement vos recherches? Absolument. Ma principale connexion, c'est que je viens de la région que j'étudie. Je suis née en Serbie. En fait, je suis née dans l'ancienne République méridionale de Yougoslavie. En grandissant, j'ai observé de nombreux événements intéressants qui ont fini par éveiller mon intérêt pour la science politique, en particulier pour les conflits dans la région. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer des chercheurs qui étudient cette région depuis longtemps. Ils étaient sur place, notamment en Serbie, mais aussi aux États-Unis, où je poursuis actuellement mes recherches de doctorat. Et bien que je me sois d'abord intéressée à l'étude de la désintégration de la Yougoslavie, avec le temps, mon attention s'est vraiment portée sur la question du Kosovo, qui constitue en soi un conflit complexe et prolongé. Actuellement, j'étudie le rôle des ordres politiques non étatiques et leur contribution aux situations civiles complexes, qui, dans le contexte de la désintégration yougoslave, et particulièrement dans le cas du Kosovo, ont eu une certaine pertinence dont nous pourrons discuter plus en détail au cours de la conversation. Comme vous l'avez mentionné, je me suis récemment rendue dans le nord du Kosovo pour étudier l'environnement sécuritaire à la suite de la dégradation des institutions dans cette région. Et oui, c'est ce qui m'a conduit ici, donc j'ai hâte de partager certaines de mes observations. Merci. Pouvez-vous nous faire un résumé pour les personnes qui ne connaissent pas bien l'histoire, surtout l'histoire récente du Kosovo? Je veux dire, la Serbie actuelle le revendique toujours comme faisant partie de son territoire. Mais il y a eu un mouvement d'indépendance, et de nombreux États de l'Union européenne, ainsi que d'autres, le reconnaissent comme un État indépendant. Et de fait, il y a un gouvernement à Pristina qui contrôle le territoire, n'est-ce pas? Pouvez-vous donc nous donner les principales dates et événements historiques qui nous aident à comprendre la situation actuelle? Bien sûr. Je commencerai par dire que la question du Kosovo, le problème du Kosovo à l'époque moderne, a été étudié principalement à travers deux cadres d'analyse. Du moins, j'ai identifié deux grands cadres dans les recherches en cours. Le premier s'inscrit dans le contexte de la crise yougoslave, n'est-ce pas? Donc, l'effondrement de la Yougoslavie, et là, le Kosovo a été perçu comme un exemple supplémentaire de sécessionnisme, semblable à ce qui s'est produit, disons, en Croatie ou en Slovénie, ou peut-être même comme la phase finale de la désintégration yougoslave. Et j'y reviendrai. D'un autre côté, surtout après 1999, l'année que la plupart des gens associent au Kosovo, on en parle souvent à travers ce qu'on appelle le sui generis. Et le Kosovo est généralement présenté comme un cas exceptionnel qui défie réellement les cadres politiques, juridiques, voire cognitifs existants. Or, je dirais que le problème du Kosovo, ou la crise, ou le conflit du Kosovo, représente en réalité un différend territorial assez typique entre deux groupes nationaux, les Serbes d'un côté et les Albanais de l'autre, chacun revendiquant son droit sur ce territoire pour des raisons différentes. Ce différend remonte au moins à 1913, lorsque le territoire de l'actuel Kosovo a été intégré à l'État serbe. C'est à ce moment-là qu'il est devenu une partie du projet national serbe.
So it became part of the Serbian national project. And from there on the side of Et à partir de là, du côté des élites nationales albanaises, il y a cet engagement à corriger ce qu'elles ont perçu comme une injustice historique. Cette continuité du conflit a resurgi tout au long du XXe siècle sous différentes formes, et cet engagement a été poursuivi en utilisant diverses stratégies. Je dis cela parce que, en tant que personne originaire de la région, je sais à quel point il a été néfaste d'étudier la région et le conflit au Kosovo en les réduisant à des explications à cause unique ou à certains événements ou individus. Il est donc peut-être utile de commencer par un peu de contextualisation. Oui, parce que, comme pour tout ce qui concerne les Balkans, c'est assez complexe. Et selon la personne à qui vous parlez, elle dira « Oh non, tu me présentes complètement de travers ». Il n'y a vraiment aucun moyen de parler des Balkans sans fâcher quelqu'un, ce qui est assez fascinant. Mais alors, pouvez-vous nous dire quelle est la situation aujourd'hui? Donc, le Kosovo s'est de facto séparé de la Serbie. Dans le nord du Kosovo, il y a encore une population serbe importante. Dans le reste du Kosovo, elle est principalement albanaise. Les Serbes du Kosovo voudraient toujours rejoindre la Serbie. Mais pouvez-vous nous donner un aperçu de la situation actuelle? Oui, je suis heureux que vous ayez mentionné ces deux points. Le premier, c'est qu'il est difficile d'en parler, et c'est encore plus difficile pour moi que pour vous, parce que je viens de cette région, et cette région est marquée par les héritages de conflits et les traumatismes. Mon intérêt a été motivé par le besoin de contribuer à une meilleure compréhension de cette réalité, et je l'espère à rendre la région meilleure. Je tiens à souligner que mon approche de l'étude du conflit a toujours été inspirée par des personnes qui ont étudié cette région avec à la fois intégrité et empathie. Et je pense que la conversation d'aujourd'hui exige certainement la même chose. Pour revenir à votre deuxième point, je dirais qu'il est difficile de comprendre où nous en sommes aujourd'hui si nous ne revenons pas en arrière pour analyser plusieurs phases du conflit du Kosovo. Mais vous avez soulevé un point intéressant en disant que nous avons tous ces pays en concurrence. Et je pense qu'il est important de le souligner. La question du Kosovo a été présentée à travers la notion des droits de l'homme, à travers l'interventionnisme humanitaire, à travers le droit à l'autodétermination et à travers toutes sortes de cadres normatifs, voire idéologiques. Néanmoins, j'aimerais insister sur le fait qu'en essence, il s'agit d'un conflit comportant des revendications mutuellement exclusives sur le même territoire, des revendications de souveraineté. Et si l'on considère le cas du Kosovo sous cet angle, on peut certainement trouver des dynamiques similaires ailleurs dans le monde, comme le conflit au Cachemire ou le conflit israélo-palestinien. L'Union européenne et l'Europe en général regorgent de mouvements sécessionnistes. Je dis cela en raison de la tendance que j'ai mentionnée au début, que nous pourrons analyser plus tard, à présenter le Kosovo comme un espace isolé, comme un conflit exceptionnel, qui défierait tout ce que nous savons des conflits et devrait donc être étudié différemment. Et les politiques appliquées devraient d'une certaine manière différer des approches habituelles qui font partie des programmes de consolidation de la paix et de construction de l'État. Oui, et tu sais, c'est assez intéressant. Mais beaucoup de gens ont du mal avec l'idée que deux choses puissent être vraies en même temps. D'un côté, évidemment, le Kosovo est le Kosovo. Et l'histoire du Kosovo appartient au Kosovo et à la Serbie. L'affaire est ce qu'elle est. De l'autre côté, certaines dynamiques se répètent, n'est-ce pas? On le voit dans d'autres cas. On voit comment les Basques en Espagne et la Catalogne en Espagne ont des mouvements indépendantistes.
On voit aussi que la Corse a un mouvement indépendantiste. Évidemment, ils sont différents, ils ont des évolutions différentes, mais on voit comment les développements politiques peuvent être assez similaires. Ce qui d'ailleurs est l'une des raisons pour lesquelles l'Espagne ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. Autant que je sache, elle ne le fait toujours pas, car l'Espagne est très consciente que si elle le faisait, elle donnerait simplement des arguments supplémentaires à ses propres séparatistes pour faire sécession. D'un autre côté, nous avons l'Union européenne, qui, lorsqu'il s'agit du Kosovo, affirme très clairement qu'il s'agit d'un État à part entière et qu'il faut le soutenir, tout comme l'OTAN. Mais lorsqu'il est question de la région du Donbass, pendant 8 ans, elle a été très ferme en disant que la souveraineté de l'État prime sur les revendications d'indépendance. Nous avons donc beaucoup de problèmes à examiner. Encore une chose, désolé de parler si longtemps, mais j'ai aussi discuté avec le chercheur bosnien Zlatko Hadjidedic, et il a fait une remarque très importante. Ces différences ethniques, serbes, albanaises, bosniaques, croates, sont selon lui des inventions relativement récentes, vieilles d'environ 150 ans. À votre avis, quel est l'impact, non pas du nationalisme, mais de la perception de l'appartenance ethnique? The perception of ethnic belonging. Eh bien, je dirais qu'il s'agit d'un affrontement entre deux idées nationales. Maintenant, la question de l'ethnicité, ou plutôt la catégorie même d'ethnicité, est un peu délicate, et je préfère m'en éloigner. Mais l'idée de l'État-nation et de la conscience nationale fait pleinement partie de l'histoire du Kosovo, et ce depuis le milieu du XIXe siècle, lorsque les États-nations ont émergé dans les Balkans. Vous savez, cette dynamique de projets nationaux différents entrant en collision les uns avec les autres a toujours été présente dans toute la région. Dans ce cas précis, le territoire du Kosovo est disputé entre deux groupes nationaux. Et ce que je voudrais souligner maintenant, c'est la manière dont cette dynamique a évolué tout au long du XXe siècle. Sous quelle forme, dans quel cadre normatif, et quelles ont été certaines des solutions proposées à ce conflit essentiel. Depuis 1913 à peu près, il existe, comme je l'ai mentionné, un engagement parmi les Albanais du Kosovo à modifier la situation sur le terrain qu'ils n'acceptaient pas. L'incorporation du Kosovo dans l'État serbe, puis yougoslave, a été perçue comme une solution peu satisfaisante pour les Albanais. Ensuite, le XXe siècle, avec tous ces bouleversements, a créé différentes opportunités et contraintes permettant à ce grief de s'exprimer à nouveau sous diverses formes. Un contexte important, probablement le plus important si l'on remonte à l'histoire depuis le début, serait celui de l'État yougoslave, et plus particulièrement de la crise yougoslave. J'aimerais identifier plusieurs phases qui pourraient aider vos spectateurs à réfléchir en termes de chronologie, du moins selon ma propre chronologie. Nous avons donc cet engagement, cette rivalité entre deux groupes. Mais en parlant des temps modernes, puisque nous n'avons sans doute pas le temps de remonter toute l'histoire, si l'on pense à l'État de Yougoslavie, et par là j'entends la Yougoslavie socialiste d'après la Seconde Guerre mondiale, on voit à nouveau l'intégration du Kosovo dans l'État. Puis, il y eut plusieurs phases au cours desquelles ce problème réapparut. Pour la discussion d'aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur la décennie des années 1980, une période très déterminante pour le destin du pays tout entier et pour sa désintégration ultérieure, mais surtout pour la question du Kosovo. Puis sur la décennie des années 1990, qui s'est terminée avec le bombardement du Kosovo en 1989. Cela a marqué la fin de cette phase, mais aussi le début d'une nouvelle phase du problème. Après la fin de l'intervention militaire en 1999,
a inclus l'administration internationale du Kosovo. Cela a impliqué dès lors une mission de paix et de construction de l'État très large et complète. Ainsi, 3 décennies à examiner pour comprendre la dynamique de ce que nous appelons le problème du Kosovo. Oui, et avant que nous commencions l'enregistrement, tu m'as dit qu'il est vraiment important de comprendre à quel point l'ingérence étrangère influence ce conflit, comment elle l'affecte. Et tu sais, le bombardement de 1999 en Serbie concernait bien sûr le Kosovo, n'est-ce pas? Mais tu pourras peut-être expliquer cela dans un instant. Les années 1980 sont une période très intéressante. C'est aussi l'époque, bien sûr, où Tito est mort. Et Tito était un personnage fascinant, surtout pour moi, qui étudie la neutralité et le non-alignement, car il était une figure extrêmement populaire. Je veux dire, ses funérailles, je crois que c'était les plus grandes funérailles d'un chef d'État, avec la présence de dirigeants venus à la fois de l'Est et de l'Ouest. Alors, peux-tu peut-être nous en dire plus sur les années 1980? Absolument. Je vais simplement revenir sur le point que vous avez soulevé au début, à savoir le rôle de l'interventionnisme étranger. Donc, si nous convenons qu'il y a eu une continuité du conflit entre 2 groupes sur le même territoire, il faut certainement intégrer à cette dynamique la continuité de l'interventionnisme étranger dans les Balkans. Car lorsque j'ai mentionné qu'il existait différents projets nationaux entrant en collision les uns avec les autres, ce qui a fini par provoquer certains conflits dans les Balkans, la résolution, la soi-disant résolution de ces conflits territoriaux dans les Balkans s'est rarement produite sans intervention étrangère. Et si nous pouvions trouver un seul élément reliant la première crise du Kosovo, ou même ses aspects historiques, à celle d'aujourd'hui, ce serait celui de l'interventionnisme étranger. Et cet interventionnisme étranger a modifié les cadres normatifs, voire idéologiques, sur lesquels il se justifiait. Mais il n'a jamais vraiment disparu du tableau, sauf peut-être, enfin non, pas peut-être, sauf pendant la durée de l'État yougoslave, qui, grâce à sa position neutre, a réussi à empêcher au moins un interventionnisme politique intrusif. Ainsi, d'une certaine manière, tant que la Yougoslavie restait stable, la question du Kosovo était contenue et, en quelque sorte, contrôlée ou pacifiée à l'intérieur même de l'État. Lorsque l'État est entré dans une grave crise économique, puis constitutionnelle, qui a évolué en un conflit politique à part entière, la question du Kosovo a refait surface. D'abord sous la forme de revendications pour l'autodétermination, qui ont pris différentes formes, puis dans les années 1990, à travers une demande directe de sécession. Ainsi, d'une certaine manière, la crise yougoslave a créé une opportunité politique pour que ce conflit ancien, persistant et complexe, réémerge et prenne une nouvelle forme, qui dans les années 1980 s'exprimait encore dans le langage de la réforme constitutionnelle, de la représentation et du droit à l'autodétermination, ou plus précisément dans la demande de transformer le Kosovo d'une province en la 7e République de Yougoslavie. Peux-tu expliquer cela, les républiques, la province et le statut d'autonomie? Oui, peut-être que nous avons sauté quelques étapes pour ceux qui ne connaissent pas tout le contexte de l'État yougoslave. Donc, après la formation du pays, il comptait 6 républiques, n'est-ce pas? L'une d'elles était la Serbie. Mais ensuite, au sein de la Serbie, la direction communiste a décidé de créer 2 provinces, une au nord et une au sud, et de leur donner d'abord le statut de région, ce que nous appellerions une oblast. Pour ceux qui suivent le conflit ukrainien, ce mot est familier. Puis ce statut d'oblast a progressivement évolué vers un statut autonome au milieu des années 1960. Finalement, il a été développé jusqu'à atteindre un statut quasi-républicain,
même s'il restait officiellement une province. En 1974, en vertu de la célèbre constitution yougoslave, le Kosovo, comme la Voïvodine, avait déjà acquis un statut quasi-républicain. J'aimerais faire une brève distinction pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Kosovo, la fédération yougoslave et sa complexité, notamment sa tendance à décentraliser le processus de prise de décision. Le Kosovo était une province au sein de la Serbie, laquelle était elle-même une république ou une unité fédérale au sein de la Yougoslavie. Mais la distinction importante entre, par exemple, la Croatie et le Kosovo était que le Kosovo, comme mentionné, ne possédait pas le statut officiel de république. Cela signifiait qu'il ne bénéficiait pas du droit constitutionnel à l'autodétermination nationale, dont jouissaient les autres peuples, ceux des républiques, dans le cadre constitutionnel. Et deuxièmement, certaines opinions soutenaient que les Albanais du Kosovo bénéficiaient du statut de minorité nationale et non de celui de nation constitutive de la Yougoslavie, comme par exemple la Croatie, la Serbie et la Slovénie. Il existait donc une différence entre une province et une république. Mais comme cela a déjà été mentionné, je crois même sur cette chaîne, en 1975, le Kosovo avait obtenu des droits similaires, ou presque un statut républicain. Il jouissait d'un haut degré d'autonomie, comprenant un siège à la présidence fédérale et, techniquement, la possibilité d'opposer un veto aux décisions, au même titre que la Serbie, qui était une république, sauf qu'il ne possédait pas le droit de faire sécession. D'accord. Donc c'était une partie intégrée de la Serbie, mais elle bénéficiait de droits très particuliers au sein de la Serbie, presque comme une république, même si la Serbie n'était qu'une des 6 républiques de la Yougoslavie. C'est dire la complexité du cadre politique. Mais c'était un cadre relativement réussi, notamment, comme vous l'avez mentionné, pour prévenir les interventions. Et les Balkans ont longtemps été un véritable creuset. Vous savez, les Austro-Hongrois sont intervenus, et depuis le sud, les Turcs intervenaient depuis longtemps. Donc l'intervention dans les Balkans et autour du Kosovo, encore un creuset, n'a absolument rien de nouveau. L'un des éléments importants, c'est que Tito avait réussi à vraiment calmer la situation. Et grâce à un ancien ministre des Affaires étrangères de Malte, je sais que si le mouvement des non-alignés n'a jamais eu de secrétariat central, c'est parce que Tito a dit non. Il a expliqué que si cela se faisait, les Soviétiques s'y infiltreraient et en prendraient le contrôle. Tito était donc très conscient, non seulement des interventions occidentales et orientales, mais aussi du risque d'ingérence venant des deux côtés. Une fois Tito mort, et lorsque les crises de la fin des années 1990 ont éclaté, crises que beaucoup considéraient comme très différentes de celles de l'Union soviétique, comment cela a-t-il de nouveau conduit à des interventions extérieures? Ou de quel côté la région a-t-elle été l'objet d'ingérence? Eh bien, je dirais que cela venait de différents côtés, mais surtout de l'Occident. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Occident est même intervenu, il faut revenir un peu sur la décennie des années 1980, qui fut, et je sais que cela a déjà été discuté, donc je ne veux pas trop m'y attarder, une décennie de graves crises économiques pour la Yougoslavie. Celle-ci a alors dû entreprendre des réformes constitutionnelles afin de répondre à certaines des exigences des organisations économiques internationales, notamment du FMI. La question est donc, comment cela a-t-il affecté le Kosovo exactement? Eh bien, cela a eu un impact sur le Kosovo parce que la direction serbe a commencé à envisager des réformes constitutionnelles au sein même de la République. Et l'une des options consistait, bien sûr, à recentraliser, du moins dans une certaine mesure. L'autre aspect était que la Yougoslavie faisait face à une grave crise économique.
que chaque république ressentait. Pourtant, le Kosovo, étant la région la moins développée de la Yougoslavie, ce qu'il est très important de souligner, en a souffert le plus. Pourquoi? Eh bien, une grande partie du développement du Kosovo après la Seconde Guerre mondiale a été financée par le Fonds fédéral d'investissement, créé par les autorités yougoslaves pour réduire ces fameuses inégalités régionales qui étaient si douloureuses pour tout le monde en Yougoslavie. Et le Kosovo, d'ailleurs, fut le principal bénéficiaire des investissements de ce fonds. D'une société agricole assez peu développée, il est devenu fortement industrialisé. Néanmoins, il est resté la région la moins développée de la Yougoslavie. Par exemple, le PIB du Kosovo représentait constamment environ 30% de la moyenne nationale et environ 1/8 de celui de la Slovénie. Lorsque l'on combine ces deux pressions, l'une pouvant potentiellement compromettre l'autonomie du Kosovo et l'autre ayant engendré de réelles frustrations socio-économiques dans les années 1980, on obtient un terrain fertile pour la réémergence de ces aspirations de longue date. Ainsi, ce qui avait été une véritable crise socio-économique a en réalité renforcé ces revendications nationalistes, ou du moins ces griefs se sont exprimés à travers le langage du nationalisme. Et en 1981, nous avons assisté aux premières grandes manifestations menées d'ailleurs par des étudiants qui se sont ensuite transformées en une revendication pour que le Kosovo devienne une république, exactement 1 an après la mort de Tito. Pour la direction yougoslave, cet événement, survenant au début d'une décennie aussi douloureuse et porteur de slogans nationalistes, fut perçu comme un échec, un choc majeur. Il fut considéré comme une activité nationaliste et anti-révolutionnaire au Kosovo, un phénomène auquel la Yougoslavie avait déjà été confrontée par le passé. À la fin des années 1980, ces manifestations évoluaient et au début des années 1990, pour aller plus vite, elles s'exprimaient désormais dans le langage du sécessionnisme. C'était déjà la décennie des années 1990 que certains décrivent comme l'ère du sécessionnisme, du moins dans le cas de la Yougoslavie. Oui, je veux dire, les années 1990 ont été la décennie où la Yougoslavie s'est complètement désintégrée, n'est-ce pas? Et ensuite, nous avons eu plusieurs États issus de la Yougoslavie. À la fin, il ne restait plus que la Serbie et le Monténégro dans le dernier cadre yougoslave. Puis on arrive à 1999, n'est-ce pas? Et là survient le conflit armé au Kosovo, avec le reste de l'armée yougoslave combattant à l'intérieur du Kosovo contre des groupes armés, l'UÇK, n'est-ce pas? Et ensuite vient l'interventionnisme, puis les bombardements. Peux-tu peut-être nous parler du rôle de l'OTAN? Parce que dans d'autres discussions, on m'a dit que c'était le moment où l'OTAN avait en quelque sorte décidé, tu sais, hors zone ou hors service. Et ils ont décidé de sortir de leur zone d'intervention, d'intervenir dans ce conflit. Ils l'ont fait avec quelque chose qui a même été montré une fois à la télévision allemande sous le titre « Tout a commencé par un mensonge ». Le mensonge selon lequel il y avait des exécutions de masse à Pristina, la capitale du Kosovo, et que l'armée serbe menait un second Srebrenica. L'histoire racontait que l'Occident devait intervenir pour des raisons humanitaires, afin de sauver les Albanais de ce qui était décrit comme la campagne d'extermination des Serbes. Pouvez-vous en parler? Oui. Cependant, je dois faire une brève introduction à l'année 1989, car il est essentiel de comprendre comment nous en sommes venus à considérer une solution militaire comme la seule issue à la crise, qui était bien réelle. Au début des années 1990, il y avait un mécontentement parmi les Albanais du Kosovo face à la réduction de leur autonomie.
Pour rappel, en 1989, l'autonomie du Kosovo a été réduite. Je pourrais revenir en arrière et expliquer comment cela s'est produit, entre autres raisons, parce que beaucoup de gens commencent l'histoire du Kosovo en 1989. Mais puisque vous avez posé une question sur l'intervention militaire de l'OTAN, je vais avancer et dire que la réaction initiale des Albanais du Kosovo a été de boycotter l'État serbe. Non, pour eux, la réduction de l'autonomie du Kosovo, et je souligne bien réduction, car il ne s'agissait pas d'une révocation, je peux d'ailleurs développer ce point, a été perçue comme une menace pour la sécurité. Et au départ, ce qui est très important, les Albanais du Kosovo se sont organisés politiquement autour de la figure d'Ibrahim Rugova, qui était écrivain, une personnalité respectée et quelqu'un qui prônait la résistance non violente ou passive, farouchement opposé à la lutte armée ou au conflit armé. Cela tenait à la fois à des raisons idéologiques ou normatives, mais aussi à des considérations stratégiques, car le Kosovo était loin d'être en position de combattre réellement les forces yougoslaves. Du début des années 1990 jusqu'à la conférence de Dayton, c'est le leadership de Rugova qui a rassemblé un large soutien parmi les Albanais du Kosovo. Ainsi, en 1995, cela s'était transformé en un véritable mouvement national, désormais doté d'un objectif politique clair, la séparation du Kosovo de ce qu'il restait, que ce soit la Serbie ou la Yougoslavie. Puis, bien que Rugova ait bénéficié d'un large soutien et se soit engagé dans de nombreuses formes créatives de boycott de l'État serbe, notamment en créant des institutions parallèles, ce que l'on retrouve aujourd'hui dans le nord du Kosovo, la déception des Albanais du Kosovo face à ces résultats, et surtout leur mise à l'écart lors de la conférence de Dayton, où le Kosovo n'a pas été mentionné dans la solution finale à la crise yougoslave, a complètement transformé le sentiment politique parmi les Albanais du Kosovo. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience que la résistance pacifique et non violente ne mènerait pas réellement à une quelconque intervention internationale. Ils se sont sentis exclus. Les Albanais du Kosovo se sont sentis écartés de l'accord que Dayton a finalement conclu. Oui, et l'objectif était précisément l'inverse. Attirer l'attention internationale et, idéalement, obtenir une forme d'intervention, n'est-ce pas? Donc, d'une certaine manière, Rugova n'a pas tenu cette promesse. Et c'est exactement cela qui a préparé le terrain pour l'émergence de ce qui allait devenir l'UÇK, ou comme vous l'avez dit, l'Armée de libération du Kosovo. Une organisation paramilitaire qui a renoncé à la résistance passive et a décidé de mener une lutte armée contre les autorités yougoslaves et serbes. Leur objectif était le même, mais ils ne croyaient tout simplement pas que la résistance non violente mènerait quelque part. Au lieu de cela, ils ont décidé de mener des attaques armées. Avec le temps, ils se sont transformés en une véritable insurrection, dont l'objectif était de provoquer la violence des autorités yougoslaves, idéalement de déclencher une forme de représailles massive, entraînant de nombreuses victimes civiles et des déplacements de population, afin d'attirer une intervention internationale. Cela avait un sens stratégique, car sans cela, les chances pour l'UÇK, surtout au milieu des années 1990, d'obtenir un quelconque avantage militaire contre les autorités yougoslaves, puis contre l'armée yougoslave, étaient inexistantes. La compréhension était donc assez simple. Nous étions trop faibles pour faire sécession militairement de la Serbie par nos propres moyens. Mais si nous parvenions à faire venir les Européens, si nous réussissions à faire intervenir quelqu'un de l'extérieur pour se battre en notre nom, alors nous pourrions gagner. Et cela a fonctionné. Oui, du point de vue de la manière dont l'interventionnisme s'est impliqué, c'est ainsi qu'il faut l'envisager.
Bien sûr, je n'ai pas l'intention de nier les véritables griefs qui existaient du côté du peuple albanais. Maintenant, la question ici concerne davantage la façon dont ces griefs ont été exprimés. Comme nous l'avons mentionné, dans la première moitié des années 1990, il y avait une approche et une stratégie. Dans la seconde moitié, nous observons une escalade. Et puis en 1998, ce qui n'était jusque-là que des affrontements de faible intensité entre les autorités yougoslaves et l'UÇK, s'est transformé en un affrontement majeur, une véritable campagne d'insurrection typique, avec un nombre plus important de victimes civiles et de déplacements de population. Et en 1998, l'objectif a enfin été atteint, car c'est précisément à ce moment-là que le problème du Kosovo est devenu une question internationale, c'est-à-dire lorsque les acteurs internationaux ont commencé à s'impliquer de manière plus proactive dans les Nations Unies que surtout l'OTAN et sa direction. Contrairement à certains autres cas de la désintégration de la Yougoslavie, je pense que dans le cas du Kosovo, le rôle de l'OTAN a été tout simplement crucial. Peux-tu expliquer cela? Qu'a réellement fait l'OTAN? Parce que l'intervention, le bombardement de la Serbie en 1999 n'a pas eu lieu immédiatement. Il y a eu une montée progressive vers cette action. Peux-tu nous décrire cette montée en détail? Oui, en 1998, nous avons d'abord eu des affrontements entre les unités de police yougoslaves, puis avec l'armée. À l'été 1998, la situation est devenue vraiment violente. Il y a eu environ 2000 victimes des deux côtés et entre 100 000 et 200 000 personnes déplacées à l'intérieur du Kosovo ou l'ayant quitté. L'ONU a perçu cela comme une menace potentielle pour la sécurité, une menace pour la paix et la sécurité internationale. L'ONU a donc commencé à adopter des résolutions, notamment une qui invitait les deux parties à, disons, convenir d'un cessez-le-feu. C'était des résolutions du Conseil de sécurité, je suppose. Oui. Chercher à établir ou à engager un certain type de dialogue politique et permettre l'accès aux organisations humanitaires. Les deux camps ont donc été condamnés. Les activités terroristes de l'UÇK et l'usage excessif de la force par l'armée serbe. Ils ont tous deux été invités à œuvrer pour une résolution pacifique afin que chacun puisse retrouver une vie normale. Néanmoins, parallèlement à la préparation et à l'engagement de l'ONU au Kosovo, l'OTAN a commencé son propre engagement, je dirais parallèle, surtout à l'automne 1998. L'OTAN a commencé à se montrer plus explicite quant à une possible intervention militaire, en émettant ce qu'on appelait l'ordre d'activation, c'est-à-dire qu'elle bombarderait la Yougoslavie ou la Serbie si les résolutions de l'ONU n'étaient pas respectées. Et d'une certaine manière, il y avait bien des références à l'ONU, mais comme nous en parlerons plus tard, l'ONU a été en réalité mise à l'écart, car l'intervention de 1999 a été menée, comme vous l'avez mentionné, sans autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui a véritablement créé, si l'on peut dire, un précédent à la fois intéressant et significatif. Oui, mais l'OTAN ne cesse de dire « Non, 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 nous agissons sur la base des résolutions du Conseil de sécurité. Nous mettons en œuvre, en quelque sorte, ce que le Conseil de sécurité a décidé qui devait se produire. » Peux-tu expliquer cette logique? Je pense que cette logique consistait simplement à utiliser le cadre des Nations Unies pour justifier une décision déjà assez ferme d'intervenir militairement au Kosovo, et ce, pour plusieurs raisons. Je vais donner un exemple où l'on peut comparer la décision de l'OTAN d'agir seule, tout en maintenant une certaine forme de multilatéralisme. C'est une tentative de trouver une alternative à une solution militaire. Ainsi, à l'automne 1998, une année où il y eut quelques victimes, mais pas suffisamment pour menacer la paix et la sécurité internationale. Il y eut une première percée dans les discussions entre les parties,
menée par l'envoyé spécial américain Richard Holbrooke, une figure importante dans les Balkans. The U.S. sent Special Envoy Richard Holbrooke, a big name in the Balkans, and he managed to broker a deal with. Il a réussi à conclure un accord avec Slobodan Milošević, le célèbre accord Milošević-Holbrooke, qui a effectivement permis la mise en œuvre de la résolution mentionnée à de nombreuses reprises. Cela a également rendu possible l'établissement, pour la toute première fois à l'automne 1998, d'une forme de mission internationale au Kosovo. Cette mission a été mise en place sous l'égide de l'OSCE. Néanmoins, toute la durée de vie de cette mission a été, à mon avis, marquée par une absence totale d'engagement politique envers son travail au Kosovo, car la mission manquait de financement, de personnel et de tout véritable soutien ou contribution de la part des États censés appuyer ses efforts sur le terrain. Missions work on the ground. Just to give you an example, 3 years after its establishment, et pour vous donner un exemple, 3 ans après sa création, la mission n'avait même pas la moitié du nombre requis de vérificateurs internationaux qui étaient censés, rappelons-le, surveiller la mise en œuvre de cet accord de cessez-le-feu. En lisant les documents de l'époque, surtout ceux qui deviennent de plus en plus accessibles aujourd'hui, on peut affirmer qu'il n'y avait pas de véritable volonté politique de soutenir l'OSCE. L'OSCE était perçue comme une sorte de mise en scène du multilatéralisme, où la Russie et les États-Unis occupaient une position relativement égale. Mais le véritable soutien politique des États-Unis allait en réalité à l'OTAN, et le rôle central de l'OTAN, dans le cas du Kosovo, était, à mon avis, non négociable. Non négociable, en quel sens? Tu veux dire qu'ils avaient un résultat politique précis en tête et qu'ils refusaient d'en dévier? Ou que veux-tu dire exactement? Je dirais qu'ils ont pris des engagements crédibles au début de la crise et que du côté de l'OTAN et des responsables politiques américains, il y avait la conscience d'avoir échoué ou de ne pas être intervenu dans des cas comme le Rwanda ou d'être intervenu trop tard en Bosnie. Ces échecs, pensait-il, devaient désormais servir à permettre une intervention militaire rapide et décisive. Comme le conflit était présenté dans le langage des droits de l'homme, il devenait non négociable d'intervenir pour prévenir ce qui était décrit comme une catastrophe humanitaire. Oui, bien que ce qui soit apparu plus tard, bien sûr, c'est que ces affirmations concernant des champs de la mort à Pristina et des exécutions de masse dans des stades de football étaient complètement inventées. Cela ne s'est tout simplement pas produit. Alors, quelle était la revendication centrale que Milošević ne céderait pas, qui au final a conduit à la décision de commencer à faire voler des avions au-dessus de la Serbie? Nous avons donc, entre cette tentative de résoudre la crise diplomatiquement par l'accord Milošević-Holbrooke, une autre soi-disant tentative à Rambouillet, près de Paris, pour essayer de régler le problème par la voie diplomatique. Je ne sais pas dans quelle mesure vous souhaitez revenir là-dessus, mais finalement, la justification a été trouvée sur des bases humanitaires. Comme vous l'avez mentionné, il y avait cette idée selon laquelle les États-Unis et les autorités civiles affirmaient que la Serbie menait une campagne organisée de nettoyage ethnique, voire de génocide. Je crois que le film dont vous avez parlé, l'allemand, employait le terme génocide. Et donc, l'OTAN devait intervenir pour empêcher cette catastrophe. Très bien. La question est, bien sûr, pourquoi? Ce qui s'est passé ensuite, la catastrophe a-t-elle vraiment été évitée? Et bien sûr, une question sérieuse serait de savoir si la situation sur le terrain, tout au long de l'année 1998, qui fut une année très importante, car nous avions tenté de résoudre ce problème par la voie diplomatique, était réellement aussi grave qu'on l'a affirmé. Je ne veux pas nier qu'il y ait eu une véritable crise.
La question est de savoir si cette crise constituait réellement une menace pour la paix et la sécurité internationale, surtout lorsqu'on la compare à d'autres cas de violation des droits humains ailleurs. Et malgré cela, pourquoi n'y avait-il pas d'alternative à une solution militaire? Pourquoi était-il si crucial d'intervenir militairement et pourquoi de cette manière? Honnêtement, je ne peux répondre à la question du pourquoi qu'en évaluant les résultats de l'intervention. J'allais justement dire cela, car l'un des résultats est la plus grande base militaire de l'OTAN en Europe du Sud, aujourd'hui au Kosovo. Est-ce quelque chose que vous diriez qu'ils avaient en tête ou pensiez-vous à d'autres résultats? Eh bien, il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles cet engagement devait être tenu. Je pense que, bien sûr, obtenir davantage d'influence vaut mieux que de ne pas en obtenir. D'un autre côté, le principal résultat, si l'on peut dire, a été un changement violent de la frontière d'un État souverain, ce qui a créé un précédent juridique important pour les cas que nous étudions aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, l'Ukraine. Exactement. Et d'ailleurs, dans le contexte de l'État yougoslave, la Serbie était la seule république dont les frontières ont été modifiées sans son consentement. Et pour rappeler à ceux qui pensent encore que le Kosovo est comparable à la Croatie, dans le cas du Kosovo, il s'agit de l'octroi du droit à l'autodétermination nationale à une minorité, ce que la commission Badinter avait précisément déclaré qu'elle ne ferait pas, par exemple pour les Serbes de Croatie. Ainsi, la décision de la commission Badinter, dès le tout début de la crise yougoslave, la commission d'arbitrage qui avait établi certains principes pour encadrer la dissolution de la Yougoslavie, mise en place par les communautés européennes, je crois que vous en avez déjà parlé, était que seules les républiques, c'est-à-dire les majorités, bénéficieraient d'une forme d'autodétermination. Lorsque la même chose a été envisagée, disons, pour les Serbes de Croatie, qui représentaient une part non négligeable de la population, cette demande a été rejetée pour les raisons que j'ai mentionnées, à savoir que les minorités n'ont pas le droit à l'autodétermination. Mais c'est précisément ce qui s'est produit dans le cas du Kosovo. Et bien sûr, l'influence que l'OTAN exerce dans la région fait certainement partie du résultat dont nous pouvons parler aujourd'hui. Quant à ce que représente exactement le Kosovo aujourd'hui en termes d'État, de situation politique, économique et multiethnique, c'est un sujet que nous pouvons continuer à débattre. Ce que nous savons, c'est que bien que l'intervention de l'OTAN ait été justifiée pour des raisons humanitaires, qui étaient peut-être, dans une certaine mesure, Hazel, Piper Feds. Je ne sais pas. Ce que nous avons à la suite de la prise de contrôle du Kosovo par l'ONU et l'OTAN en 1989, c'est que lorsque l'intervention militaire a pris fin et que l'accord a été signé entre les différentes parties, l'ONU a assumé la responsabilité de gouverner le Kosovo pour une durée indéterminée. Ensuite, nous avons connu une nouvelle vague de violence ethnique, cette fois contre les Serbes. À partir de juin 1989, lorsque les bombardements ont cessé, environ 230 000 à 250 000 Serbes ont quitté le Kosovo définitivement, la plupart de manière permanente. Certains sont restés dans la partie nord du Kosovo, qui a fonctionné pendant presque 2 décennies comme une région quelque peu autonome, située, je dirais, entre la Serbie centrale et le reste du Kosovo. Un de mes meilleurs amis en Suisse fait partie des 250 000 personnes qui sont parties et ne sont jamais revenues. Et il dit, écoute, c'était une période horrible. Les Serbes du nord du Kosovo, au final, selon ses mots, comprennent pourquoi les Albanais ont voulu faire sécession. Très bien, si c'est le résultat, alors soit. Mais dans ce cas, permettez-nous, nous les Serbes du nord du Kosovo, de faire sécession et de rejoindre la Serbie. Pourquoi
cela ne serait-il pas autorisé si la première sécession l'a été? Et c'est là qu'il dit qu'il y a une énorme hypocrisie de la part de l'OTAN et de l'UECOMERM, qu'ils ne soutiennent pas le droit des Serbes du Nord à faire sécession du Kosovo actuel. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Quelle est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas faire sécession? Where are we there at the moment? What's the rationale given that they cannot secede? Je dirais qu'il n'y a pas de véritable justification. C'est simplement, je dirais, une application politique du principe adopté au début des années 90. Et je pense que ça s'inscrit dans le schéma plus large que nous avons observé dans d'autres républiques de Yougoslavie. Dans le cas de la Bosnie, il y a eu la sécession de la Bosnie, puis une contre-revendication de sécession par la Republika Srpska. En Croatie, il y a eu la sécession de la Croatie, puis une contre-revendication de sécession par la Republika Srpska Krajina. J'ai tendance à qualifier cela de construction concurrente d'État. Et c'est ce qui s'est passé au Kosovo après 1999. Les Serbes du Nord ont rapidement compris, dès le début de 1999, qu'ils n'étaient protégés ni par Belgrade, qui s'était retiré du Kosovo, ni par la communauté internationale. Ils regardaient les images de leurs compatriotes serbes et d'autres non-albanais quittant le Kosovo, suivant les convois de la police et de l'armée. Lorsque j'ai mené quelques entretiens, beaucoup de personnes ont mentionné que cela leur faisait comme un retour en arrière. Cela leur rappelait les images qu'ils avaient vues à la télévision pendant le nettoyage ethnique en Croatie. Pour eux, c'était donc un véritable piège sécuritaire. Ils ont rapidement compris, dans le Nord, et c'est très intéressant, théoriquement, qu'ils devaient commencer à organiser eux-mêmes leur sécurité. Et ils ont commencé à s'organiser eux-mêmes pour défendre ce qu'ils considéraient comme leur refuge sûr dans la partie nord du Kosovo, avec Mitrovica Nord comme bastion des Serbes au Kosovo, et le pont de la ville séparant la partie nord de la partie sud de la ville et du reste du Kosovo. Le fait d'être géographiquement séparés du reste du territoire les a aidés. C'est ainsi qu'a commencé, en 1999, ce que j'appelle l'émergence ou la construction d'un ordre politique parallèle ou alternatif dans le Nord. Cependant, comme vous l'avez mentionné au début, le même droit qui a été accordé au Kosovo, bien que je ne sois pas sûr qu'on puisse vraiment parler de droit, n'a pas été accordé aux Serbes du Nord. Bien au contraire, l'Union européenne a joué un rôle considérable dans le démantèlement de cet ordre parallèle. Malgré sa contribution à la stabilisation de cette partie du Kosovo, et j'oserais dire du Kosovo en général. Et vous savez, il faut vraiment insister sur à quel point c'est effrayant quand on se rend compte qu'on est devenu une minorité détestée dans un État et que des maisons sont incendiées. L'histoire des années 90 en Yougoslavie est une histoire de nettoyage ethnique. Un camp chassant l'autre, brûlant les maisons, détruisant les moyens de subsistance pour s'assurer que ces gens ne reviennent pas. Et c'est ce qui a commencé à arriver aux Serbes du nord du Kosovo. Ce que vous soulignez, c'est qu'ils ont commencé à construire ces structures parallèles pour créer au moins un minimum de sécurité dans ces zones, même si ce n'est jamais parfait, car les lignes de démarcation ne sont pas droites. Les divisions traversent même les villages, ce qui conduit ensuite à la violence. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, ce n'est pas une solution parfaite. Il n'existe pas de solution parfaite, surtout dans les Balkans. C'était une réponse pragmatique au vide sécuritaire apparu avec le retrait simultané des institutions et des forces de sécurité serbo-yougoslaves, ainsi qu'avec la mise en place lente et difficile de l'administration internationale au Kosovo. Donc, pas de solution parfaite, mais c'était une manière de se défendre, n'est-ce pas? Et comme vous l'avez mentionné, le résultat a été en fin de compte la suppression même de cette solution imparfaite. Where are we today?
Où en sommes-nous aujourd'hui? La Serbie revendique toujours le Kosovo et affirme encore avoir une responsabilité envers les Serbes du nord du Kosovo. Les autorités de Pristina répondent « Non, bien sûr que non ». L'Union européenne et l'OTAN disent « Non, bien sûr que non ». Alors, où en sommes-nous aujourd'hui et comment cela fonctionne-t-il? Surtout, à quoi ressemble la vie des Serbes dans le nord du Kosovo et celle des Albanais dans le reste du pays? Eh bien, Pascal, je commencerai par dire qu'il existe un immense fossé ethnique entre les deux communautés et qu'il existe depuis toujours. Toutes ces politiques, aussi critiquables soient-elles, pour les personnes qui y vivent, le seul véritable indicateur de leur réussite est de savoir si elles peuvent vivre mieux dans un environnement plus tolérant, plus développé, pacifique, prospère et stable, quel que soit le terme que l'on choisisse. Au bout du compte, lorsque tu vas sur le terrain, tu te rends compte à quel point les choses que tu étudies et sur lesquelles tu écris influencent le passé, le présent et l'avenir de quelqu'un. Et dans ce contexte, il est douloureux d'observer ce qui se passe au Kosovo. Je dirais qu'il s'agit d'un système politique assez dysfonctionnel, divisé selon des lignes ethniques. Avec ce que nous avons mentionné, la dissolution des institutions parallèles dans le Nord, même le degré de stabilité que les Serbes avaient grâce à leur système parallèle auto-organisé, qui, soit dit en passant, était largement financé et soutenu par la Serbie, mais avait commencé comme un mouvement populaire, a désormais disparu. L'Union européenne, qui est devenue le principal acteur de la construction de l'État, est le médiateur dans ce qu'on appelle l'accord de Bruxelles et les négociations menées sous l'égide de l'UNORB, a considéré que le Nord représentait un trou noir dans la région et que le chemin vers une stabilité et une paix durable au Kosovo passerait par la fragilisation et le démantèlement de ces institutions, puis, si nécessaire de manière forcée, par l'intégration des Serbes dans le système politique et juridique du Kosovo. If necessary, forcefully into Kosovo's political and legal system. And from the perspective of state building, this makes sense. Et du point de vue de la construction de l'État, cela a du sens. Mais du point de vue de la consolidation de la paix et de la réflexion sur la stabilité à long terme, c'était une hypothèse erronée ou mal calculée. Car précisément avec le début de la dissolution de l'ordre dans le nord du Kosovo, nous avons en réalité observé une escalade du conflit. Et mes recherches, pour revenir à votre question initiale, ont consisté à comprendre la relation entre le développement institutionnel dans le nord du Kosovo et la stabilisation du conflit. Contrairement à l'Union européenne, je soutiens que plus l'ordre se développait, plus la région devenait stable et pacifique. Au fait, le nord du Kosovo a réussi à rester la région la moins touchée du pays en termes de violence post-conflit. Depuis 1999, ils ont réussi à éviter d'être, vous savez, persécutés, expulsés et ainsi de suite. Il y régnait donc une paix relative. À partir de 2013, nous sommes entrés dans une phase de démantèlement de ces institutions à nouveau. Et devinez quoi? En 2023, nous avons assisté à une forte escalade du conflit. 6 victimes. À mon avis, ce résultat, quelles que soient les autres interprétations et les multiples dimensions de ce conflit, est une conséquence directe de la stratégie de l'Union européenne visant à intégrer de force le Nord. C'est une note un peu triste pour conclure cette vidéo. Y a-t-il une dernière chose que vous pensez que nous devrions garder à l'esprit lorsque nous parlons du Kosovo d'aujourd'hui et de ce qui s'y passe, surtout en tenant compte du fait que ces affrontements violents et les différends de souveraineté avec la Serbie sont récents? Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter? Bien sûr, j'aimerais conclure sur une note plus positive, car malgré tout ce que j'ai dit,
je reste profondément optimiste et je crois que la région a encore beaucoup à offrir. J'aimerais maintenant prendre un peu de recul et ramener le Kosovo, la région et l'importance de réfléchir à tout cela avec toutes les critiques que j'ai soulignées comme faisant partie de la réconciliation régionale. Et même si beaucoup une moyens que nous avons évoqué d'expliquer et tous plutôt du négatif, je crois qu'il existe différentes voies ici qui peuvent être explorées. Et là, je dois mentionner ou peut-être attirer votre attention sur le mouvement étudiant serbe qui s'est développé au cours de l'année écoulée. Il a proposé une forme intéressante de réconciliation dans le contexte de la Serbie, tout en suscitant également l'intérêt dans toute la région. Je dis cela parce qu'en tant que personne originaire de la région et très consciente de mes propres biais et projections, à la fois personnels et nationaux, j'ai été vraiment impressionnée par la manière dont ils ont réussi à créer un espace où différents groupes, sociaux comme ethniques, peuvent participer à ce qui a été un véritable mouvement civique. Ils ont réussi à unir différentes nationalités au sein de la Serbie d'une manière plus authentique et sincère. Et ils ont réussi à échapper aux étiquettes auxquelles les générations précédentes n'avaient pas pu échapper, celles de l'affiliation idéologique ou nationale. Au lieu de cela, ils ont évité ces vieux pièges et créé un véritable espace où chacun était invité à entrer. Cela s'applique particulièrement aujourd'hui à la relation désormais presque célèbre entre les communautés serbes et bosniaques, qui revêt une importance particulière dans le contexte régional. Et je crois vraiment que ces nouvelles générations ont davantage à offrir et que c'est un exemple de la manière dont la réconciliation peut se réaliser. Car je pense qu'elles ont transformé la société et nous ont appris à nous relier les uns aux autres d'une manière bien plus efficace que ce que de nombreuses organisations non gouvernementales ont réussi à faire dans la région au cours des 30 dernières années. Je suis content de l'entendre, car je pense que l'antidote à la stratégie du diviser pour régner consiste à essayer de dialoguer et de s'unir. Non pas s'unir au sens stupide sous un seul dirigeant, mais autour de groupes et d'intérêts communs. Il existe de nombreux intérêts communs à travers ces frontières, réels ou imaginaires. Alors, Sandra, pour les personnes qui souhaitent suivre vos recherches, où devraient-elles aller? Y a-t-il un endroit où vous publiez? Avez-vous un compte Twitter ou quelque chose de ce genre? Pas vraiment. Mais s'ils aiment vraiment lire, pour une raison ou une autre, des articles universitaires, ils peuvent trouver certains de mes travaux sur Google Scholar. J'ai mené des recherches sur la privatisation au Kosovo et sur d'autres aspects de la construction de l'État, et ils peuvent aussi me contacter s'ils ont des questions. D'accord. Tout le monde, veuillez chercher les travaux universitaires de Sandra sur Google Scholar. Il suffit de taper son nom sur Google. Si vous souhaitez la contacter, faites-le moi savoir. Sandra Davidovic, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, monsieur invité.